Bonjour à tous et bienvenue. Le sport véhicule de nombreuses valeurs et nous fait vivre des émotions sans commune mesure. Mais son rôle peut-il être plus politique? On en parle dans Ça fait l'actualité. Que représente le sport dans notre société? Élément de réponse au micro d'Ahmed Traoré. Le sport peut apporter beaucoup de choses, surtout au niveau, je parle au niveau de la Côte d'Ivoire ici, entre les ethnies. Ça s'est vu à la CAN 2023 où tout le monde était uni, tout le monde se parlait, que ce soit à politique, que ce soit dans la politique et autre chose. On a vu toutes les nations qu'on a accueillies ici, on a vu le témoignage avec lequel ces nations-là sont reparties, faisaient donc bien évidemment football et diplomatie. Je pense que voilà, ça flirte ensemble, ça rime ensemble. Celui qui a effectivement suivi ces derniers cas de fond en comble pour ce qui est des Ivoiriens, il doit savoir que oui, voilà, le parcours des éléphants est un exemple atypique de ce que le sport peut apporter, sinon le football en particulier, apporte cette véritable cohésion-là. Oui, le sport est un véritable catalyseur d'intérêt diplomatique et je suis convaincu que nos gouvernants ont compris cela et c'est pour ça qu'ils ont investi autant de milliards dans les infrastructures pour recevoir tout ce monde-là, afin que tous ceux qui vont rentrer voilà, de la Côte d'Ivoire ou tous ceux qui vont entendre parler de la Côte d'Ivoire auront un autre regard. Le sport, il apporte beaucoup dans un pays. J'ai eu la chance de visiter pas mal de pays et tout. Je sais quand même ce que le sport il apporte pour ces pays-là et tout. Donc c'est très important effectivement de faire le sport. Par ses valeurs propres, universalistes, apolitiques, hédonistes, comportementales, et par sa capacité à susciter l'adhésion, l'identification, l'émotion, le sport est un fantastique outil de communication. Le soft power, parfois perçu comme de la propagande, touche pas beaucoup de domaines tels que la réputation d'un État, son attractivité, son prestige, ses performances économiques ou encore le rayonnement de ses idées. Les manifestations sportives peuvent par voie de conséquence être qualifiées de vitrine du pays et constituent l'occasion pour lui de briller sur la scène internationale. Mais quels sont les enjeux de la diplomatie sportive? Pour en parler, je reçois M. Cissé Abdoul Karim, footballeur international ivoirien, gardien de but au Lys Sassandra. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Et aussi Justin Anzian, président du réseau international francophone pour le sport, le RIFS. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour madame, merci. Alors on va commencer par vous, on a un sportif sur le plateau. Quelles sont déjà les valeurs véhiculées par le sport et pourquoi décide-t-on d'épouser une carrière sportive? Bon, d'abord dans un premier temps, les valeurs pour moi, à titre personnel, véhiculées par le sport, c'est que le sport obéit à certaines règles. Voilà, donc d'abord, tu te dois de respecter certaines règles de vie. Il y a des règlements qu'il faut suivre, donc ça te permet déjà dans la vie active de suivre certaines règles. Donc, un peu comme ça. Et pourquoi on décide? Parce qu'on fait tous du sport à l'école. On a tous des heures de sport, de PS, comme on dit, mais ce n'est pas pour autant qu'on embrasse une carrière sportive. Qu'est-ce qui vous motive, au-delà peut-être des performances physiques? Dans un premier temps, il y a la passion. Il y a la passion, on aime peut-être faire la boxe, le basket, le football. Après, au fur et à mesure, il y a certains choix de vie qui s'imposent à nous. Et on décide d'embrasser une carrière sportive et faire du sport son métier. Et est-ce que quand on regarde le sport à la télévision et les grands sportifs, et quand on devient nous-mêmes un grand sportif, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ce que vous voyez en tant que spectateur ou téléspectateur, c'est exactement la même chose que vous trouvez quand vous êtes acteur? Croyez-moi, c'est une autre réalité. C'est vrai? C'est une autre réalité, c'est deux mondes différents. Il y a ce qu'on voit à la télé, il y a ce qu'on voit du sportif, mais il y a les différents passages pour pouvoir y arriver. Et c'est vraiment difficile. C'est beaucoup de quoi? De sacrifices? Beaucoup de sacrifices. Faut faire violence sur soi-même, avoir une bonne hygiène de vie. Voilà quoi. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à la télé. C'est tout un parcours et c'est vraiment difficile. Le footballeur, en général, mentalement, il est fort. Mentalement, il est fort parce que les coups qu'il prend dans la vie pour pouvoir atteindre un certain niveau, c'est assez difficile. Donc c'est quoi? C'est une école? C'est une école de vie. Alors, quels sont, selon vous, quel est plutôt l'impact du sport dans notre société? Là, il parle à titre individuel de toutes les étapes qu'il a dû franchir pour y arriver, mais
sur le plan collectif, qu'est-ce que ça implique? Le sport, aujourd'hui, qu'on ne le veuille ou non, le sport est le seul domaine qui réunit toutes les nations autour d'une seule et unique règle. Et je suis très d'accord avec vous quand vous dites que le sport, c'est une école de vie. Parce qu'en réalité, le sport impacte les vies à plusieurs niveaux, notamment, on va dire, au niveau social, au niveau économique, au niveau éducatif. Aujourd'hui, on parle de nouveaux métiers du sport et on se rend compte que toutes les filières tertiaires qui existent sur le terrain se rapprochent tout naturellement de cette activité qui était au départ une activité physique, mais aujourd'hui qui devient de plus en plus une activité orchestrée qui n'a pas seulement pour fin un jeu, mais surtout dégage des valeurs beaucoup plus, on va dire, pointilleuses que ce qu'on attend. Donc après, sur la question du sport individuel ou du sport collectif, ce sont des valeurs d'égalité, d'équité, des valeurs de vivre ensemble, des valeurs surtout de discipline qui sont déployées sur les différents acteurs. Mais là, justement, moi, je vous parlais plus à titre personnel. Qu'est-ce qu'un sportif ressent? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a, voilà, quels sont ses acquis et par rapport à notre société. Mais c'est vrai que j'allais vous demander la différence. Est-ce que vous faites une différence entre le sport individuel ou le sport collectif? Est-ce que vous pensez que ce sont les mêmes valeurs qui sont prônées? Les règles sportives sont universelles. Qu'elles soient collectives, qu'elles soient individuelles, c'est universel. Mais après, il y a une différence. Parce qu'individuellement, tu fais les efforts seul. Par contre, le collectif, ça obéit à certaines règles où il faut travailler en groupe. Et tout ça, ça sert pour la société. Mais quand on est dans un sport collectif, parce qu'on nous parle souvent de ce dépassement de soi, de ce combat avec soi-même, est-ce que même quand on est dans un sport collectif, il y a cette notion de se battre avec soi-même? Comme je le dis, le sport, c'est des règles générales. Que ce soit collectif, que ce soit individuel, c'est les mêmes règles. Donc chacun, dans son domaine bien précis, fait les efforts et se surpasse. Et on met tout cela ensemble et ça donne les résultats qu'il faut. Par exemple, on prend le football. On se souvient tous de la CAN. On a vécu beaucoup d'émotions. C'était même un ascenseur émotionnel. Quand on est un sportif de haut niveau, on imagine, vous avez des religions différentes, vous avez des ethnies différentes, vous avez des parcours différents. Est-ce que quand on met un maillot de l'équipe nationale, on oublie tout ça? Ou même, pour commencer déjà dans un club, est-ce que ça efface tout ça quand on est sur le terrain? Quand on est sur le terrain, il y a que les... On va dire, pour faire plus simple, le drapeau qu'on défend ou la couleur qu'on porte. Et c'est un collectif. Il n'y a pas... pardon, chrétien, musulman ou... mais c'est juste, on joue pour la patrie, pour le maillot, pour ce qu'on porte. Donc, pour moi, là-dessus, le sport, c'est commun. C'est commun. Voilà, c'est commun, donc c'est un peu ça. Donc, vous voulez dire que ça efface tout le reste? Complètement tout le reste. Et ça obéit en fait à des règles. Et des règles que tu es musulman, tu es chrétien, il y a des règles qui sont là bien précises. Et donc, tu es obligé de suivre ces règles-là. Alors, maintenant on va parler de l'intérêt des compétitions sportives régionales et internationales. Pour certains, elles participent donc à une sorte d'apaisement dans les relations internationales. Qu'en pensez-vous? Effectivement, moi je suis d'accord parce que les compétitions internationales favorisent beaucoup d'impact sur les nations. Et on va dire, dans les années 1971, cela est né à travers cette thématique qui est la diplomatie sportive. Parce qu'au-delà de la visibilité et de la lisibilité des talents à travers les nations, que ce soit régionales comme, on va dire, beaucoup plus élargies, ces compétitions-là, sans distinction de race ni de religion, rassemblent les peuples, favorisent ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et à partir de ce moment-là, on n'a que le sport qui vient et qui apparaît comme un second souffle à cette diplomatie qui était au départ, on allait dire politique ou sociale. C'est quoi? C'est une sorte de trêve pour vous?
Quand il y a les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, ou bon, maintenant la CAN aussi. La CAN, effectivement. Vous pensez quoi? C'est une trêve? C'est une véritable trêve. Et vous voyez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, par exemple, a réussi à réunir plusieurs peuples sur cette terre. Et cela a impacté l'économie ivoirienne, les valeurs culturelles et vous voyez les valeurs environnementales. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a déployé un concept qu'on a appelé Sublime Côte d'Ivoire qui a favorisé un renouveau de notre nation et on a vécu une CAN extraordinaire. À partir de ce moment-là, il y a une réalité qu'il est important de pouvoir toucher du doigt, c'est-à-dire que les compétitions internationales aujourd'hui vont au-delà de l'aspect sportif, on allait dire, mais touchent d'autres valeurs qui nous sont chères. Oui, mais à contrario, on pourrait vous dire que, nous n'avons plus de guerre mondiale, hein, comme on dit, mais il y a quand même des théâtres, des conflits un peu partout. Et dans le cadre de cette compétition sportive, certains refusent de se serrer la main, même de compétir, d'autres sont boycottés. On a l'impression que parfois le sport exacerbe le côté nationaliste des gens et pas le côté patriotique. Il nous parlait du drapeau. On a l'impression que dans certains matchs, certaines compétitions, ça va au-delà du sport et de l'effort physique. Quelque chose d'autre se joue. On doit gagner parce que symboliquement, on doit vaincre. C'est plus un adversaire. Parfois, on commence même son ennemi. Excusez-moi. Vous voyez, il le dit, c'est une guerre. Après, vous voyez, une Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, ça demande beaucoup d'investissement. Et puis, je suis d'accord, quand un match de football se joue, qui réunit près de 60 000 personnes, c'est une véritable guerre. D'où l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et j'ai bien aimé cette expression de l'ex-coach, c'était des commandos. Pour revenir à ce que vous dites, c'est que là, on parle un peu de limite de la diplomatie sportive. Mais encore, on va faire un tour vers les limites lorsqu'il y a de la politisation des données, lorsqu'il y a une sorte d'égocentrisme des acteurs et lorsque les règles, comme on le dit, ne sont pas respectées. Sinon, au-delà de tout, le sport, c'est d'abord un jeu. Mais c'est quoi? Qui a politisé? C'est nous qui avons politisé le sport? Oui, mais quand vous dites nous, ça me fait peur. Donc dites-moi bien. Non, alors je veux dire la société, c'est-à-dire peut-être même les hommes politiques, puisque ça a été un instrument aussi pour les États. Oui, effectivement. Vous savez, c'est ça. Et c'est pas seulement. Nous, on vient de vivre la CAN. Mais après, la Russie, l'Afrique du Sud, on va dire quoi, le Qatar qui a organisé une Coupe du Monde. Oui. Après, on a d'autres pays. Et les gens vont au-delà de cet aspect jeu, malheureusement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on interpelle les nations sur le fait que le sport fait du bien sur plusieurs aspects. Mais avant tout, c'est un acteur de vivre ensemble et non un acteur on va dire, de guerre. Le sport vient régler des problèmes politiques. Et si, quand on regarde bien, on se rend compte que la diplomatie politique, depuis un certain nombre d'années, commence par échouer. Le sport, aujourd'hui, constitue un second souffle de cette diplomatie qui est en train de positionner, aujourd'hui, les relations internationales entre les différents peuples. Ce que beaucoup appellent le soft power, le fameux soft power. Le fameux soft power. Et déjà... sans même tenir compte des compétitions internationales, vous comprenez cette héroïsation des sportifs, cette fascination, ce succès que vous avez. Honnêtement, vous le comprenez que les footballeurs sont devenus, excusez-moi, des stars. Je crois que c'est Ronaldo qui a peut-être le plus grand nombre de fans sur les réseaux sociaux. Vous comprenez pourquoi on vous idéalise, on vous idolâtre comme ça, les sportifs de haut niveau? Ben, ça se comprend parce que le sportif de haut niveau, après, il y a la visibilité. Il y a la visibilité, il y a ce qu'on gagne, on va dire. Financièrement? Financièrement, voilà. Donc, il y a tout ça qui est réuni et ça fait que, franchement, les gens vont t'aimer. Et c'est trop? Vous trouvez qu'on exagère? Ou c'est normal? Exagérer dans quoi? Dans l'idolâtrie? Non, pourquoi? L'idolâtrie? L'idolâtrie? Oui. Ouais, quand même un peu.
Ouais, on exagère, hein. Ouais, quand même un peu. Le footballeur, le sportif, il reste, c'est un être humain. Oui. C'est un être humain. Il veut vivre, il veut être à l'aise, mais après, là, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais donc, vous êtes conscient des enjeux autour de vous. Est-ce que vous avez parfois l'impression aussi qu'on se sert de vous en tant que sportif? Beaucoup. Oui. Beaucoup, énormément. Mais après, c'est à toi de savoir faire la part des choses. Voilà. Mais après, on se sert du sportif, de l'image, de beaucoup de choses, on profite. Ben, c'est comme ça. C'est un domaine où tu as choisi et tu es obligé de... Tu assumes. Et quand, par exemple, parce qu'on parle de diplomatie, quand vous jouez sous le maillot national, vous avez déjà compéti, il y a un enjeu différent. C'est différent dans votre tête. La pression est plus importante. Oui. Oui, quand même, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec peut-être les matchs ici. Ça, c'est le pays. C'est le drapeau qu'on défend. Et nous sommes en 2024. Tout est apolitique. Oui. Tout est relié. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, c'est une guerre, on va dire. C'est une guerre. La patrie, c'est une guerre. Donc, vous aimez le mot de commando. Vous sentez un soldat? Un soldat pour votre patrie? C'est un soldat. C'est un soldat. Quand tu vas sur un terrain, c'est pour gagner. Comme ça. C'est important ce qu'il dit. Ouais. Maintenant, restons sur ces limites-là, justement. On parlait des limites de l'exercice. Déjà, il y a l'aspect financier. Il y a des sommes astronomiques qui sont allouées à ces compétitions. On comprend que c'est lié à l'organisation et beaucoup se plaignent du retour financier. Alors, est-ce que on fait bien de se demander qu'est-ce qu'on gagne en investissant autant, ou est-ce que le retour est ailleurs que justement dans l'aspect pécuniaire? Est-ce que c'est le prestige? Ça se joue ailleurs? Effectivement, on ne peut pas dépenser des sommes astronomiques et puis récolter physiquement des sommes astronomiques. Une compétition internationale coûte cher à la base. Personne ne l'a inventé, les réalités sont claires. Après, comme je l'ai dit d'emblée, la question des retours sur investissement se joue à plusieurs niveaux. D'un point de vue culturel, d'un point de vue visibilité, d'un point de vue relations internationales, bilatérales comme multilatérales, d'un point de vue, on va dire, politique même. Parce qu'après, les compétitions internationales favorisent l'arrivée de beaucoup d'opportunités. Et ces opportunités sont à court, moyen et long terme. Donc, on est contraint parfois de dépenser beaucoup d'argent. Mais si on a un retour beaucoup d'argent, c'est la grâce de Dieu. Toutefois, on a forcément un retour de qualité, mais autrement. Et cela a pu se constater, on va dire, au Qatar. Le Qatar a investi, mais des sommes faramineuses. Oui, mais le Qatar a peut-être le moyen de ses ambitions. Ce n'est pas le cas de beaucoup de nos États. Bon, après tout dépend de l'objectif. Tout dépend de l'objectif. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a relevé le défi. En Afrique, ben, c'est l'occasion pour moi de saluer le leadership éclairé de son Excellence, le Président de la République, parce qu'il s'est donné corps et âme pour qu'on ait une sublime Côte d'Ivoire à l'effet d'organiser une CAN de qualité. Donc la Côte d'Ivoire a relevé un défi mémorable. Mais après, je ne suis pas très sûr, je ne suis pas économiste, mais je ne suis pas très sûr qu'on ait fait un retour physique en termes d'investissement pécuniaire. Mais justement, c'est intéressant, vous le dites, et beaucoup l'ont pensé, et certainement à juste titre, beaucoup ont félicité directement le chef de l'État. Ce n'est pas le cas dans d'autres États quand on arrive, là, les Jeux Olympiques qui arrivent en France. Bon, on ne pense pas que beaucoup aient l'idée de féliciter Emmanuel Macron avant, pendant ni après. Pourquoi pour quelle raison? Parce qu'il y a eu un investissement personnel de la part du président de la République, ou c'est parce que l'organisation de nos États fait qu'on connaît l'implication des chefs d'État dans certaines activités? Pourquoi on assimile directement ce lien? Le chef de l'État est, comme on le dit, le patron. Il est celui-là qui s'engage officiellement au nom du peuple à l'effet de pouvoir organiser une compétition internationale qui coûte non seulement en énergie, mais aussi de manière pécuniaire. Et particulièrement pour ce qui est de la Côte d'Ivoire a été rénovée, mais en si peu de temps. Et il apparaît importantissime pour nous, en tant qu'Ivoiriens, et soyez rassurés,
la reconnaissance est un autre nom de Dieu. Il est important pour nous de rendre hommage à son Excellence, le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Même si après, il y a beaucoup d'autres acteurs. Les joueurs peut-être. Les joueurs, même bien avant. Il faudrait quand même. Non, mais on est reconnaissant, bien avant d'arriver aux joueurs. Il y a tout un parcours politique qui rentre en ligne de compte. Il y a toutes les autorités, le Premier ministre, le ministre des Sports. Alors, il y a eu un remaniement aussi, peut-être c'est pour ça aussi, parce qu'on a vu une implication personnelle peut-être au niveau de l'État et donc du chef de l'État, d'où cette association. J'aimerais, pour revenir sur le rayonnement de la CAN, parce que vous parliez en tant que sportif justement international, est-ce que vous pensez que cette CAN a fait changer le regard des autres sportifs, notamment les autres footballeurs à l'étranger, sur notre pays et sur nos joueurs et sur notre organisation? On vous parle beaucoup de la CAN, vous avez été appelé par des footballeurs à l'étranger, ils ont été impressionnés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? D'abord, ils sont impressionnés par l'organisation, par ce qui a été mis en place par le gouvernement ivoirien. On a vu les efforts que le gouvernement a fait. Donc, en termes d'infrastructure, vous voyez que le pays, en général, s'est développé. Et il y a eu aussi la décentralisation des matchs dans différentes localités. Et tout ça, ça fait un plus pour le tourisme, pour la Côte d'Ivoire. C'est ça. Pour moi, c'est la meilleure CAN. Et le pays gagne en visibilité aussi. Ouais. Donc, ça permet aux investisseurs aussi de revenir, investir, et ça génère des emplois. Donc, c'est que du positif, cette CAN. Alors, on va parler un peu de votre entité, parce que la France a développé une véritable diplomatie sportive cette dernière décennie, et le sport tient une place importante dans la diplomatie d'influence de ce pays. Déjà, pour quelles raisons, avant de nous présenter le RIFS? La raison, c'est que, je le dis d'emblée, le sport aujourd'hui, c'est le second souffle de la diplomatie. Parce qu'après, c'est la seule entité qui nous réunit autour d'une seule règle. Et le sport favorise la solidarité, le vivre ensemble, le libre ensemble, l'égalité, l'équité, qui sont par ailleurs les valeurs clés de la francophonie. Et vous voyez, c'est une opportunité de pouvoir relever le défi à travers cette francophonie des peuples, cette francophonie de proximité, cette francophonie à travers laquelle on a l'opportunité aujourd'hui, au-delà des 4 ans pour les Jeux de la francophonie, on a l'opportunité aujourd'hui de déceler des talents qui sont cachés dans des nations et qui pourraient faire vivre et faire renaître même certains pays. Vous parlez de la francophonie. Vous allez nous présenter le RIFS, mais pendant la CAN, justement, on a vu avec la RDC, Congo, un moment où elle s'était agacée de ne pas pouvoir parler plus ouvertement à travers des banderoles de la situation dramatique qui prévaut dans le Nord Kivu. Mais vous nous disiez tout à l'heure, le sport, c'est aussi du jeu, c'est pas toujours politique, ça a été mal pris. Et beaucoup se sont interrogés. Il y a eu les Jeux de la francophonie au Congo juste avant. Ils n'ont pas parlé de la situation dans le Nord Kivu. Ils ont attendu la CAN pour le faire. Donc là aussi, on s'interroge à quel moment le sport doit rester un jeu, un événement sportif, et à quel moment on doit laisser la politique s'y mixer. Comment on fait? Vous savez, déjà, les Jeux de la francophonie sont arrivés en RDC et ont donné une autre RDC. Depuis 50 ans, la RDC n'avait pas encore vécu un tel événement. J'y étais et j'ai vu ce que c'est que Kinshasa. Après, la question politique reste une question assez transversale et puis très pointilleuse. On s'est tous posé la question. Mais la francophonie a un principe de subsidiarité qu'il est important de relever. On vient dans un pays pour un objectif précis. Nous sommes venus pour les Jeux de la francophonie. C'est un impact de solidarité. C'est un impact de vivre ensemble. C'est un impact de rétablissement des liens entre les nations. Donc ce n'est pas le lieu de parler de la situation politique dans leur pays? Non, mais après, ça appartient aux politiques de le faire. Ça appartient aux politiques de le faire. C'est pourquoi je dis qu'il est important de pouvoir situer le cadre. Le sport est un espace réglementé. Et il est important de jouer à travers les règles. La Kinshasa a vibré au rythme des Jeux de la francophonie, mais pendant plus d'1 mois. Mais c'était extraordinaire. On ne voulait plus revenir de Kinshasa.
Pour revenir à ce que le sport fait aujourd'hui pour la francophonie, vous savez, cela nous permet de pouvoir énoncer un peu, on va dire, la naissance du RIFS, qui est le réseau international francophone pour le sport. Chaque 4 ans, on a les Jeux de la francophonie. Et au-delà de ces Jeux, il y a plus d'instances qui travaillent auprès des peuples pour le développement des talents. À partir de ce moment-là, on a une seule et unique entité, qui est d'ailleurs politique, qu'on appelle la Conféges, qui réunit tous les ministres en charge de la jeunesse et de la francophonie. Après, c'est au plus haut niveau. Nous sommes dans une francophonie de proximité. On a besoin que des jeunes qui sont en Arménie puissent savoir qu'il y a une opportunité pour eux en Côte d'Ivoire. On a besoin que des jeunes qui sont, on va dire quoi, dans le fin fond de Kinshasa puissent comprendre qu'il y a une opportunité pour eux, je ne sais pas moi, d'un autre pays francophone. Et c'est à partir de ce moment-là, on a eu l'idée de mettre sur pied le réseau international francophone pour le sport. Prochaine compétition à francophonie, c'est chez qui? C'est les Jeux, oui, vous voulez dire? C'est en Arménie. En Arménie. Ouais, ah, c'est pour ça que vous avez Erevan. D'accord. À Erevan, c'est en 2027. Et peut-être un dernier mot, meilleur souvenir de cette CAN. Bon, j'imagine la victoire, comme nous tous, mais un autre moment qui vous aurait particulièrement ému? Le meilleur souvenir, c'est le match juste après le 4-0 contre le Sénégal. Parce que là, on se disait, après le 4-0, on joue contre le Sénégal. Début de match, on prend un but. Et alors, ils vont nous massacrer en griffe. Mais on réussit à revenir dans le match et puis à remporter. Pour moi, c'est le meilleur souvenir pour moi. Et à partir de là, je savais que tout allait bien se passer. Oui? Ah bah. Voilà. On est tous ravis. Merci, messieurs, de tous ces éléments de réponse à la fin de cette émission. Donc, j'ai envie de dire, comme un confrère célèbre sur d'autres cieux, vive le sport. Le sport pour vivre ensemble. Et vive, voilà, le sport pour vivre ensemble. Merci à tous. C'est plutôt nous qui vous remercions.